présente, donc c'est Sarah qui sera avec moi aujourd'hui pour une interview. Donc l'idée c'est qu'on va un petit peu visiter son monde, voir un petit peu ton point de vue sur le cheveu, sur le corps, tout ton métier, etc. Et ça va nous permettre de te connaître un petit peu mieux. Je te remercie d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci. Je te propose, vu qu'on est dans un salon de coiffure, un salon de coiffure basique, c'est qu'on parle un petit peu de ton rapport aux cheveux, de tes premiers souvenirs, de est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, vu que tu as un cheveu qui est frisé, et qu'en général c'est toute une histoire par rapport à ça. Alors, un peu la particularité de mon histoire, c'est que je suis née, j'ai vécu mes 22 premières années au Maroc, donc dans un pays où la moitié de la population, normalement, a les cheveux frisés, sauf qu'on ne le voit pas dans la rue, parce qu'il y a une telle culture de lissage, de peau blanche, un peu les conséquences de toute une colonisation intériorisée, que voilà, moi depuis toute petite, mes cheveux c'était catégorisé dans les cheveux moches. Il n'y a pas un autre terme, c'est les cheveux moches, mais crépus, mais dans un sens vraiment négatif. Donc toute petite, j'ai toujours eu des petites coupes, auxquelles je suis revenue aujourd'hui, mais d'une autre manière et avec un autre état d'esprit d'ailleurs. Et j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que quand t'es une petite fille au primaire, tu vois toutes tes copines avec des petits carrés, machin, des cheveux super lisses, des petits bandeaux. Et moi j'étais associée aux garçons de mon âge. Et donc ça a commencé déjà à cet âge-là, je crois, à créer un petit complexe. Arrivée au collège, préadolescence, tout ce qui explose, donc là j'ai juste arrêté de me couper les cheveux, mais en même temps je les attachais, on ne voyait quasiment rien de mon cheveu à part la partie devant. Mais sinon attaché en chignon, etc. Et je misais beaucoup sur les accessoires et sur les boucles d'oreilles pour sortir un minimum de féminité, parce que voilà, c'était comme ça que c'était défini, et dans ma tête et pour la société en fait. Et je recevais quand même pas mal de commentaires très blessants et très négatifs de la part des camarades sur mes cheveux. Au lycée, j'ai commencé à batailler un peu pour faire des brushings. Et arrivé au bac, oui, je commençais à faire des brushings toutes les semaines. Donc jour du shampoing. Le jour du shampoing. Shampoing et brushing systématique. Ouais. Ah, je me rappelle qu'au collège, c'était ma mère qui me mettait des bigoudis tous les dimanches matins. Donc avec un cheveu aussi épais et qui était long à l'époque, ça prenait toute la journée du dimanche pour sécher. Et une fois on enlevait les bigoudis, c'était redressage d'un côté puis de l'autre. Franchement, la journée du dimanche, c'était la journée des cheveux et il fallait prendre sa douche la veille. Donc voilà, le week-end, c'était ma vie tournait autour du cheveu. Donc au lycée, fin du lycée, je commence à faire les brushings. Heureusement au Maroc, un brushing c'est 20 dirhams, 2 € surtout à l'époque par semaine, donc c'était nickel. Je commençais à voir quand même la qualité de mon cheveu se détériorer, à avoir une chute, et puis le résultat n'était pas terrible, donc j'ai aidé ça avec du lissage. Donc il y avait le lissage chimique une fois tous les 6 mois. Ensuite, les brushings. Et puis ça a duré jusqu'à mon arrivée en France. Je pouvais plus me permettre les brushings. Je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans. Je faisais du coup mes lissages toute seule, avec les plaques. Et ça donnait pas un résultat que j'aimais. En plus, les cheveux cassés. Et ça a duré, je crois, jusqu'à 2017, on va dire. Est-ce que pendant la période justement où tu as arrêté de faire des coupes courtes, donc depuis le collège jusqu'à ton arrivée en France, est-ce que tu as arrêté de les couper? Est-ce que tu les laissais par exemple pousser sans forcément les tailler? Ou est-ce que tu avais quand même ce truc de dire je vais quand même faire des coupes même si c'est lisse? Faire par exemple des coupes que tu aurais voulu faire plus jeune, des carrés, des trucs un peu... Si, je me faisais plaisir en fait. Je m'identifiais tellement à quelqu'un qui a les cheveux lisses, donc je faisais des coupes de gens qui avaient les cheveux lisses. Ça ne donnait pas le même résultat parce que déjà en même temps, surtout en France, franchement, se trouver un coiffeur qui arrive à couper un cheveu frisé pour avoir un résultat de cheveux lisses, c'était très très compliqué. En même temps j'étais étudiante, donc j'avais pas un budget où je pouvais me permettre des coupes à 150 € non plus.
Donc oui, je me faisais plaisir, et puis je faisais des chignons et tout, mais toujours avec une identité de cheveux qui n'est pas la mienne en fait. Il y avait toujours ce déphasage, il fallait faire beaucoup plus d'efforts, il fallait laver ses cheveux la veille, attendre qu'ils sèchent, mais pas beaucoup, pour avoir le bon degré du séchage pour pouvoir les lisser. En fait, c'était un casse-tête, et tu ne sors pas, tu refuses beaucoup de choses parce que juste tu dois te laver les cheveux, et c'est toute une logistique en fait. Et est-ce que, parce que quand tu as dit tu sors pas ou tu te prives de beaucoup de choses, moi ça me fait penser à la piscine, à la mer, où quand il pleut et que tu as passé tout un dimanche à te coiffer et que tu sors et qu'il pleut, et que même si tu as un parapluie, tu sais que ça va commencer à friser, gonfler. Est-ce que justement tu te disais, là je vais devoir aller en vacances, en fait, comment je gère? Est-ce que ça faisait partie de ton... C'était un stress partir en vacances, et d'ailleurs mon tout dernier lissage que j'ai fait, je l'ai fait parce que je devais partir en vacances avec des amis. Et puis je me suis dit non, il n'en est pas question que je sorte de l'eau et que mon cheveu soit affreux. Et puis je ne peux pas les lisser tous les soirs, j'aurais pas le temps. Et puis j'avais toujours cette conscience par rapport à la santé du cheveu quand même. Donc, et là je suis partie dans un lissage chimique très très dur. Et c'est là que mes cheveux n'arrivaient plus à repousser. Au contraire, plus les semaines passaient, plus ils cassaient et plus ils raccourcissaient. Et le plus anecdotique dans l'histoire, c'est que le passage au naturel, c'était un peu grâce à ce lissage. Je voulais tellement le garder, donc j'ai commencé à regarder quels sont les shampoings qui pourraient garder ce lissage. Et les shampoings qui pourraient garder le maximum ce lissage, ce sont eux où il n'y a pas de silicone, il n'y a pas beaucoup de matières toxiques. Et de fil en aiguille, je commençais à me documenter là-dessus. Et je me suis rendu compte que de toute la composition chimique affreuse qu'on avait dans les produits capillaires mainstream, j'ai envie de dire. Et donc, je suis partie de comment garder mon lissage à comment préserver mon cheveu. Franchement, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'attendais juste que mon lissage parte. C'est bon, j'étais très convaincue que je voulais aller au naturel. Je commençais à couper et je suis rentrée en phase de transition. La transition, elle a duré combien de temps? Enfin, on précise parce que transition, il y en a qui ne comprennent peut-être pas encore. Transition, c'est quand on a l'objectif en fait de garder ses cheveux naturels, mais qu'on ne veut pas forcément se raser la tête pour tout enlever d'un coup. Donc on a une partie du cheveu qui va être naturelle, donc les racines, et on va avoir le reste de la longueur qui va être défrisée. Le but c'est de tailler petit à petit pour retirer la partie qui est défrisée, jusqu'à ce qu'on ait justement l'afro, le cheveu 100% naturel. Et ta transition à toi, elle a duré combien de temps? Alors, elle était difficile au démarrage parce que le cheveu ne poussait pas. Donc, je me posais réellement la question si j'allais pas tout raser d'un coup, mais j'avais pas le courage de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, je l'aurais fait. Et donc, j'ai commencé juste à couper en espérant que ça repousse. Et la transition au total, elle a duré, je crois, 1 an et demi. Ouais. Donc, c'est une moyenne, ça va, c'est pas non plus... Parce qu'il y en a qui craquent justement, parce que les transitions c'est ça, c'est parfois c'est très dur, c'est compliqué, je vais redéfriser parce que c'est plus facile et du coup ta transition elle dure 2 ans, oui. 3 ans. Après ça c'est un caractère que j'ai, quand je me pose un objectif je ne vois plus rien d'autre que l'objectif et franchement j'ai pas vécu cette transition avec des complexes ou quoi que ce soit. En fait je crois que le fait d'avoir tellement appris à ne pas vivre avec ses propres cheveux et à toujours se projeter dans d'autres cheveux, bah là ça m'a aidé pour la transition parce que je me projetais dans le résultat, je savais que ça allait donner ce que ça allait donner et donc je les assumais, ils étaient longs, ils étaient gonflés, raides, ils n'avaient aucune forme, je les attachais même pas, j'y allais comme ça au travail, franchement, oui, j'attendais juste que ça commence à pousser et que je connaissais pas la vraie nature de mes cheveux. Il y a aussi ce point d'interrogation où on se dit, on voit des cheveux bouclés sur Instagram, etc. Et on se dit, quelle tête je vais avoir, quel type de cheveux je vais avoir. Je trouve ça quand même incroyable. Je suis là, j'ai 27 ans et je n'ai aucune idée, mais alors vraiment aucune idée de quel type de cheveux j'ai. Et je me disais, ouais, peut-être que ça va juste être frisé sans aucune boucle ou très très bouclé. Et je suis là à fantasmer sur quel type de cheveux j'ai, quelle est ma nature de cheveux. Ouais. Nous, ça nous paraît normal parce qu'on a tous fait. Mais quand tu expliques ça à quelqu'un qui a jamais eu défrisé qui a le cheveu raide par exemple, le fait de se dire tu découvres quelque chose, ton corps en fait à 27 exactement, ans, ça surprend toujours. C'est quelque chose, ouais.
Et quand tu disais je me coupe les cheveux, est-ce que toi tu le faisais toute seule ou parce que tu peux faire aussi cette version-là où tu fais tout toute seule Non, quand tu allais chez le coiffeur quand même. j'avais tellement peur de mes cheveux, de comment ils sont, je leur faisais pas confiance. Donc non, je pouvais pas les couper. En fait, je les trouvais déjà assez moches entre guillemets. Donc je ne pouvais pas me permettre aussi de rater la coupe, au moins que ça soit fait par un professionnel, quitte à que ça soit voilà, mal fait, mais au moins ça sera mieux que... Mieux et puis c'est difficile à monter aussi, donc c'est difficile à couper. Et dans ton parcours où tu te dis justement au départ c'était pas prévu que j'arrête de les défriser mais j'ai fini par arrêter, est-ce que dans cette démarche tu t'es aussi dit qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce que je vais chercher des modèles, des gens qui ont la même texture de cheveux que moi et pour pouvoir m'appuyer sur ça ou est-ce que oui, en fait je crois que c'était venu dans... Je sais pas si c'était venu dans une vague ou c'était juste moi qui commençais à m'intéresser au sujet, mais il y a des groupes sur Facebook qui commençaient à apparaître. Moi j'ai commencé à devenir experte sur la composition des shampoings, des après-shampoings, etc. Alors maintenant je lis une composition, donc, et c'est rentré dans... Il y a une espèce de communauté qui s'est créée sur internet. Et on se donnait des astuces au quotidien et je me sentais pas seule dans ma transition, des photos de la transition entre filles, etc. Je me suis fait des copines que j'ai jusqu'à aujourd'hui, rien qu'à travers Facebook. Et voilà, et puis j'ai retrouvé aussi des maghrébines, pas mal de maghrébines, et franchement, on n'a pas de modèle. Les seules femmes auxquelles on s'identifie aujourd'hui, et même aujourd'hui, ce sont des femmes noires ou afro-américaines ou africaines, etc. Parce qu'il y a encore un angle mort du cheveu de la femme maghrébine. C'est ça, c'est le mouvement que tu suivais. Il y a ça aussi que j'ai découvert par la suite, Harash is beautiful, et Harash ça veut dire crépus, mais crépus dégueulasse. Ouais. En arabe. Oui, donc j'ai connu ce mouvement aussi, et voilà, on a gardé contact avec une des fondatrices qui est vraiment incroyable et qui a ramené un peu ce mouvement nappy au Maghreb. Mais là, les autres groupes, c'était plutôt des groupes français où il y avait beaucoup de communautés et d'ethnies qui étaient là. Okay. Et cette démarche-là, donc de faire attention aux produits que tu achètes, la composition, d'avoir justement de chercher un ou deux modèles pour des gens qui te ressemblent, est-ce que cette démarche-là, finalement, tu l'as intégrée dans d'autres choses? Parce que souvent, quand on commence à faire attention à ce qu'on achète, on fait aussi attention à ce qu'on mange. Exactement. Ou à ce qu'on consomme, etc. Est-ce que ça t'a... Oui, ça a changé un peu ma vision et puis mon rapport au monde. C'est vrai que j'ai commencé à faire attention aux produits que je mange, aux compositions aussi. Après, à un moment, je suis devenue un peu trop là-dedans et j'ai fait une marche arrière à consommer bio, parce qu'on ne peut pas juste prendre soin de sa santé capillaire et oublier tout le reste de son corps. Et je crois même que c'est ce qui m'a ramenée au yoga aussi. Okay. Aujourd'hui, je suis prof de yoga, entre autres, mais voilà. Donc, je crois que petit à petit, oui, c'est tout un modèle de vie à la fois saine et à la fois proche de sa propre nature. Au début, c'était plutôt ça, c'était juste qui suis-je ? Comment je peux me rapprocher de qui je suis et arrêter de correspondre à des modèles que je n'ai même pas choisis en fait. Je suis née, je me suis retrouvée dedans. Et ce développement personnel-là, est-ce que tu veux en parler justement, ce cheminement-là vers le yoga, tout l'univers, Parce qu'il y en a qui connaissent un peu, mais il y en a qui savent juste grossièrement ce que c'est sans forcément rentrer dans le détail. Oui, ce que j'aime bien dans cette phrase, que le yoga est plus célèbre que connu. Donc voilà, on a pas mal de postures sur Instagram où des gens font des trucs waouh, où on se dit j'y arriverai pas, il faut être souple mais le yoga c'est pas qu'une pratique posturale, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans ce qu'on disait là, c'est vraiment une connexion à soi. Et c'est une forme de thérapie en fait. Il y a différents piliers dans le yoga, entre autres avoir un corps solide, et pour avoir un corps solide, il faut faire ces pratiques posturales, mais il y a aussi de la discipline, il y a aussi la non-violence, il y a la respiration, donc c'est vraiment une discipline complète pour son quotidien, c'est un modèle de vie. Je ne dis pas que je suis ça à la lettre, en plus ce n'est pas la même société, c'est pas la même culture, et je vais pas juste me réapproprier une autre culture. Ça rentre un peu dans mon état d'esprit qui a commencé à se développer depuis ce moment où j'ai commencé à essayer de me connecter à moi, à m'imaginer quelle tête je vais avoir, à quoi je ressemble réellement, qui je suis. J'ai aussi commencé une thérapie.
sur d'autres sujets plutôt liés à mon poids que je rejetais aussi. Comme je te disais, je suis née au Maroc, je suis née dans une société qui met très très en valeur les femmes, ce qui est bien. Mais par contre, quand t'es mince, fine, grande, t'es un peu l'extraterrestre. Et là, c'était vraiment compliqué. Et c'est ça, justement, tu m'en avais parlé par écrit. Et c'est ce truc de... Je l'avais oublié, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est tellement acquis qu'il faut être mince dans pas mal de cultures que j'ai du mal à me dire que dans d'autres cultures, c'est l'inverse. Et te dire qu'en fait, peu importe où tu vas, il y a toujours un truc qui va pas. Tu seras trop grosse en Europe, tu vas arriver par exemple en Afrique du Sud où tu vas arriver avec des rondeurs, où tu seras une super jolie femme. Tu vas arriver en Asie, enfin tu vois, il y a toujours un truc où c'est jamais bon. Et si c'est bon pour 2-3 personnes vite fait. Et même en fait, quand tu parles à ces personnes-là, elles n'ont pas forcément un rapport au corps qui est sain. Donc en fait, on est tous et toutes dans ce truc de il faut que je perde du poids parce que ceci, il faut que j'en gagne parce que cela. Et j'ai l'impression que faut vraiment pousser le truc, faire un travail sur soi-même et pas juste arriver comme ça. Oui, parce qu'il faut vraiment s'armer. Donc moi, ça a créé quand même chez moi des anxiétés alimentaires où je me forçais à manger pour prendre du poids. Et ça se transformait en des problèmes de digestion. Enfin voilà, je suis rentrée dans une espèce de cercle vicieux où plus je me forçais, plus je tombais malade, plus je perdais du poids. Et donc commencer à assumer mes cheveux, c'était le premier pas pour commencer à assumer mon corps. Et le yoga m'a beaucoup aidé là-dedans. Donc ouais, c'est vraiment un tout en fait. Et par exemple, le yoga, tu vas le pratiquer plutôt toute seule? Est-ce que parce que t'es prof de yoga, donc t'as commencé toute seule peut-être? Ou est-ce que t'as commencé dans un groupe où on te donnait déjà des cours, ou c'était vraiment... Alors j'ai commencé dans une salle de sport, à faire du yoga comme un sport. Et on faisait 1h30 tous les samedis. Et à chaque fois que je sortais du cours, j'avais extrêmement faim. Ouais. Et moi, c'était bonheur. Donc avoir faim, pouvoir manger, prendre du poids, le rêve. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la philosophie du yoga. C'était ma phase développement personnel, j'étais en train de me chercher et tout. Et ensuite, j'ai commencé la thérapie aussi. Et je suis prof de yoga, j'ai fait une formation sur 4 ans. Je suis encore en 4e année de formation. Donc je voulais absolument pas faire une formation de 2 mois. Je voulais comprendre ce que c'était que le yoga. Pourquoi c'est différent des autres sports? Pourquoi ça équilibre les émotions? Et donc je suis entrée dans un processus de formation limite master de yoga, quoi, parce que je voulais absolument comprendre pourquoi ça me faisait autant de bien et pourquoi ça enlevait mes complexes un par un. Aujourd'hui, peut-être que j'ai pris 6 kilos par rapport à avant, mais on ne peut pas dire que je suis une femme qui a des rondeurs. Sauf que dans ma tête, je m'assume et franchement, je me plais telle que je suis aujourd'hui. Il y a 4 ans, j'aurais jamais pu dire ça, quoi. On va parler aussi de ce que tu fais autour du travail, de ce que tu as pu faire en tant que réalisation. Tu me parlais par écrit de ce que tu avais fait, que tu t'étais présentée aux législatives, c'est bien ça? Oui. On va peut-être pas forcément rentrer tout dans le vif du sujet, mais voir le processus, parce qu'en tant que femme, je pense que ça peut être important de le mentionner. Oui, et puis en tant que femme née au Maroc, marocaine, je suis arrivée ici en France il y a une dizaine d'années. Donc, je vais expliquer un peu tout le processus qui m'a amenée déjà vers la politique. Je suis ingénieure de formation. À la fin de mon cursus d'ingénieur, je voulais me spécialiser et donc j'ai commencé une spécialité dans les véhicules électriques, croyant réellement que j'allais sauver le monde parce que c'est écologique, etc. Donc, premier boulot, ça se passe très très bien. J'étais dans des projets avec la Commission européenne et franchement, c'était super chouette pour une junior qui arrive de pouvoir voyager autant, pour une Marocaine qui arrive en France d'avoir toute cette ouverture. Et je commence à me documenter un peu plus sur les véhicules électriques, sur le côté extraction de matières premières, côté colonialiste là-dedans aussi, tout. Et puis le recyclage des batteries, et puis je me rends compte que c'est un marché comme un autre, en fait labellisé vert, mais qui ne l'est pas. On crée encore plus de demandes, on crée des voitures plus obsolètes qu'une voiture essence qui au bout de 5 ans, on ne peut pas changer la batterie, donc il faut reproduire une nouvelle voiture.
le marché de la seconde main, enfin la voiture elle peut pas durer plus que 10 ans en fait, et je me rends compte que je suis vraiment à l'opposé de ce pourquoi j'avais fait ce master. Et donc là j'ai décidé de m'impliquer dans la politique. Je me suis dit c'est le seul moyen de changer les choses, c'est pas par des boîtes, c'est pas par le capitalisme, c'est vraiment aller là où les décisions se prennent. Donc ça tombait bien, c'était 2017, c'était les élections présidentielles, j'étais pas encore française à l'époque. Et j'ai fait la campagne présidentielle, puis j'ai fait la campagne législative, les gens allaient voter, moi j'avais même pas le droit de voter. Donc j'étais là, je tenais le QG le jour des élections, etc. Mais voilà, il y avait ce truc où ça fait des mois que je suis investie là-dedans. Et en même temps, je peux même pas mettre mon bulletin de vote, et je trouvais ça très injuste. Mais voilà, l'écologie m'a ramenée vers la politique. Après, je me suis ouverte sur d'autres choses. Dès qu'on commence à s'intéresser à la politique, à l'écologie, on voit qu'il y a la justice sociale là-dedans. Parce que plus les gens sont pauvres, plus ils consomment des choses qui viennent de Chine, etc. Donc, pour avoir... Enfin voilà, tout est lié. Et de la justice sociale. Et j'avais toujours eu un côté féministe en moi, qui aussi est sorti d'une manière plus intellectuelle dans ce milieu politique. Et donc voilà, ça a mené que j'ai commencé à m'investir encore et encore plus. Plus j'étais déçue de mon travail, plus je mettais d'énergie dans la politique. Et en 2022, l'année dernière, je me suis retrouvée candidate. En fait, il y a ce truc que j'ai fait une campagne législative et que je ne pouvais pas voter alors que j'étais vraiment dans le cœur de l'équipe, etc. Qui, je crois, il est resté. Et la prochaine législative, je me suis dit, j'y vais, ça va être pour moi cette fois-ci. On a été en deuxième tour. Ça faisait apparemment 40 ans que c'était pas arrivé qu'un mouvement de gauche arrive en deuxième tour. Donc franchement, c'était une expérience incroyable. Est-ce que tu as des souvenirs de comment ça s'est passé? T'as forcément des souvenirs. Comment ça s'est passé en tant que femme dans un milieu qui doit, je pense, être quand même vachement masculin de base? Est-ce que tu as des... Alors, il y a déjà la première grosse surprise pour moi, c'est que j'ai fait la grande partie de mon école d'ingénieur au Maroc et que je suis venue en France pour la dernière année, puis pour le master. Et au Maroc, alors qu'on était genre 52% de filles en cursus d'ingénieur, j'arrive aux arts et métiers ici en France et on était 12%. Je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas, mais voilà, à la fin, il y a ce truc, mais pourquoi en France, tous ces métiers-là ne sont pas valorisés pour les femmes? Donc c'était ma première grosse surprise. Et donc déjà j'arrive dans un milieu où il n'y a que des mecs pour finir mon cursus. Et ensuite je rentre dans le milieu de travail. Première expérience, j'étais dans une boîte japonaise internationale et j'étais au headquarter, au siège social. Donc c'était pas le côté technique, on était, je sais pas, 140 nationalités, autant de femmes que d'hommes, ça parlait que d'anglais, c'était un tout autre monde, vraiment un micro monde dans le monde automobile. Donc là c'était super chouette, j'aimais beaucoup ça, et après en changeant d'entreprise, c'est là que je me suis rendu compte que c'était quand même très 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 masculin comme milieu, que t'es scruté à longueur de journée, t'as toujours des commentaires positifs ou négatifs, dans leur esprit. Quand même quand j'étais en stage, c'était, je crois, mon premier épisode d'harcèlement au boulot. Donc j'étais une stagiaire, j'avais encore 21 ans. Et voilà, et il y avait un mec qui devait avoir la soixantaine, responsable de je ne sais quoi, qui, voilà, c'était très très lourd. J'en ai parlé à ma tutrice. Elle m'a dit que le stagiaire avec qui j'étais subissait le même harcèlement du même mec. Et qu'il n'y avait rien eu de fait, bien entendu. Donc j'étais là, il y avait moi en tant que femme, il y avait lui en tant que jeune homme, et on subissait exactement le même harcèlement de la part de la même personne. Donc ma tutrice, elle m'a dit non, maman, il faut que ça s'arrête, et elle est partie lui parler pour que ça s'arrête. Ça, c'était le premier épisode, en plus j'étais jeune, j'étais en stage, je savais, enfin c'était vraiment compliqué. Après, dans d'autres boîtes, je crois que j'ai appris à me défendre et que j'ai appris
Dans ma dernière boîte, j'ai vraiment commencé à même surjouer la féministe pour que les gens sachent qu'il y a quelqu'un voilà, vraiment la surjouer, vraiment dès que je peux mettre un commentaire, le mettre. C'est ma manière de me protéger pour que les gens prennent encore plus de distance par rapport à ce sujet-là. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est plutôt... Enfin, moi, je le comprends, parce que non seulement ça te protège, ça permet aux autres de ne pas se dire « Ah, il y a une porte, on va rentrer dedans », mais concrètement, ça permet aussi, parce que souvent, les gens n'osent pas. Par exemple, tu es dans un groupe, tu es dans une entreprise, une boîte, où tu as un mec qui fait des blagues un peu graveleuses, et personne n'ose reprendre la personne, et quand tu sais que tu as au moins une personne qui parle fort et qui hésite pas, je pense que ça permettra à d'autres, même en privé, en aparté, de se dire « Ah, bah, si elle a répondu, je peux le faire aussi, enfin, je serai pas toute seule ». Donc ça te protège toi, mais en vrai, ça va protéger aussi peut-être quelqu'un d'autre ou donner un élan. Parce qu'en fait, quand personne ne fait rien, bah, tout le monde regarde et il se passe rien en fait. Donc je trouve ça important de le dire ou d'avoir vraiment cette audace de. Mais c'est juste dire ta blague elle est pas drôle ou tu vois, recadrer la personne, je trouve ça important de le faire. Ouais. Et puis après, des fois, je me dis. C'est pas une obligation non plus. Enfin, oui, si à un moment où quelqu'un a fait une blague ou un commentaire et que j'ai pas envie de répondre, c'est pas grave. Enfin, je me disais, il faut pas que je culpabilise juste parce que j'étais pas au front à chaque fois. Quand je le sens, je le fais. Quand je le sens pas, je le fais pas. Mais voilà, c'est un milieu d'hommes. Même quand je suis encore dans la phase des plus jeunes, quand je suis dans une entreprise. Donc oui... il fallait mettre une armure et se donner cette image. On m'a même reporté une fois que c'était dans ma boîte d'avant, que quand les mecs ils étaient là en train de prendre leur pause café et faire des blagues, etc., dès que j'arrivais, ils m'entendaient arriver, ils disaient chut, c'est Sarah qui arrive. Moi ça me va. Ça me va. Il y a déjà, je me dis, ils commencent déjà à filtrer ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Ils le disent encore entre eux, mais ils commencent déjà à voir où sont les limites. Voilà. Des gamins. Et justement en politique, en tant que femme maghrébine, avec des cheveux naturels en plus, donc tu passes pas inaperçue, comment ça s'est passé pour toi ? J'ai pas de souvenirs désagréables par rapport au fait d'être une femme, par rapport au fait d'être maghrébine, ni par rapport à mes cheveux, parce que après les milieux de gauche ne sont pas parfaits, mais je crois que ce sont des milieux qui aussi m'ont aidé à m'assumer, et voilà, c'est quand même une ouverture d'esprit et une acceptation de l'autre qui te pousse à t'accepter toi-même. Par contre, quand j'étais en campagne, j'ai appris qu'on voulait m'attaquer sur le fait que j'étais pas née en France. On allait avoir un débat télé. Et bon, la personne qui devait m'attaquer n'est finalement pas venue au débat. Et la candidate d'en face voulait m'attaquer sur le fait que voilà, j'étais pas née en France. Ça faisait que 10 ans que j'étais là. Est-ce que j'étais légitime ? Et tu penses que t'aurais... Quand on t'a dit justement ce qui s'est passé, est-ce que tu... Moi j'étais choquée. Oui, déjà il y a le choc, bien entendu. Mais est-ce que tu penses que tu as les armes ? Est-ce que tu penses que tu as une sorte de... Parce que c'est dur en fait, c'est souvent sur l'instant, on ne sait pas quoi répondre parce qu'on est un peu tétanisé par le choc, par le fait que ça sort de nulle part et que on n'est pas préparé. Ou est-ce que tu penses que c'est des choses que tu as réussi avec notamment le yoga, par exemple à travailler la respiration, ne pas répondre forcément tout de suite parce que quand tu réponds à la seconde, tu réponds voilà. Alors je vais casser le mythe, quand il y a l'émotion, il y a plus de yoga. Ok, j'ai capté. Non, en fait... J'étais préparée, déjà là j'avais la question bien avant, donc j'avais le temps de la préparer, de la discuter avec l'équipe, etc. Par contre, j'ai eu des fois où j'ai tendu un tract, on m'a regardé, c'est français ça ? Ou alors jamais je voterai pour cette racaille, ou ça passait, franchement, je crois qu'à un moment on ne m'entend même plus, ça passe. Ouais. Et c'était en quelle année du coup ? L'année 2022 ? Ouais. Et du coup, la réponse, pas forcément dire la réponse mot pour mot, mais quelle attitude tu as prise ? Si par exemple on peut donner un conseil à quelqu'un qui serait justement dans ce truc de on m'attaque au travail ou autre, est-ce que tu as un petit conseil à donner sur, même s'il y a l'émotion, comment toi tu as fait pour gérer la situation ? Par rapport à cette question raciste, c'est
très compliqué comme question. Parce qu'en fait, il y a tellement un racisme ordinaire, très vicieux, très caché, qu'on ne voit pas pareil pour le sexisme, que déjà se rendre compte que c'est un commentaire raciste, des fois, même moi aujourd'hui, hier j'étais en train de préparer quelque chose chez moi et je me suis rendu compte qu'il y avait un commentaire que j'ai entendu il y a une semaine qui était en fait raciste. Mais voilà, donc comment se protéger, c'est déjà si la personne peut juste ne pas tolérer et le dire et l'afficher, afficher cette image que je ne tolère aucun commentaire raciste, sexiste, homophobe, etc. Bah, les gens commencent à faire attention. On va pas les changer, mais juste en ma présence, ce n'est pas tolérable. Enfin, je crois que ouais, il faut pouvoir s'imposer, il faut pouvoir dire en ma présence, je ne veux pas de ce genre de commentaires. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Moi, je suis pas là pour vous contrôler. De toute façon, on ne peut pas contrôler les gens en vrai, mais au moins quand je suis là, c'est niette. Ok. Est-ce que tu as d'autres activités en parallèle de tout ça, de tout ce parcours-là? Oui. Des choses qui te permettent d'aller mieux, des choses qui te permettent de progresser, ou des choses qui sont en cours aussi parfois? Alors, à côté du yoga, j'ai fait une formation en psychothérapie. Et donc voilà, j'ai lâché mon travail en entreprise et je suis en cabinet. Maintenant, j'accompagne les gens en psychothérapie parce que pour moi, c'est vraiment complémentaire au yoga ou l'inverse. Mais en tout cas, il y a un côté esprit, psyché, mental et puis un côté corps. Et les deux ne sont pas dissociés, absolument pas. Et quand je vois comment le yoga m'a aidé à résoudre des problèmes psychologiques et comment la thérapie m'a aidé à me connecter à mon corps, en fait, je reproduis un peu tout ce que j'ai fait pour moi-même et qui m'a énormément aidée. Donc j'ai refait un peu les mêmes formations pour aider les autres. Et oui, aujourd'hui, je me retrouve là-dedans, je suis épanouie. Quand j'ai commencé, je me disais, ok, je suis sûre que je vais avoir beaucoup de femmes qui vont venir parce que leurs hommes ne veulent pas venir justement faire de la thérapie et tout. Alors qu'aujourd'hui, je suis à 60% de ma patientèle qui sont des hommes. Wow. Et après, c'est une autre génération. C'est quelle génération plutôt? On va dire que ouais, c'est la génération 24-30 ans. Ok. Mais je trouve ça très positif. Ils viennent peut-être pas pour les mêmes problèmes au début. Une femme, quand elle vient, c'est souvent, sans tomber dans la caricature, des problèmes de confiance en soi, mais liés à son corps, liés à son physique, liés à comment elle est traitée en couple, à ses relations sociales et familiales. Un homme, quand il vient au cabinet, il est dans des problèmes de confiance en lui pour lancer ses projets, pour son côté pro. Et après, on arrive à la même chose et on travaille sur les mêmes racines. Mais c'est pas la même manière d'aborder les choses. Et je trouve ça très passionnant de continuer à étudier les gens d'un point de vue psychologique, à la fois psychologique, à la fois social, on va dire. Donc, Et justement, ce rapport au masculin, se dire que les hommes vont souvent essayer de résoudre des problèmes qui sont liés à leur carrière ou au business ou à des choses très professionnelles, très carrées. Comment tu fais pour arriver à leur faire comprendre que parfois les problématiques qu'on a au travail, c'est des problématiques qu'on a eues dans l'enfance ou dans la vision qu'on a du monde, de choses qu'il faut déconstruire, sachant que cette génération-là, elle est quand même assez chouette. Parce qu'on a les cinquantenaires, etc., qui ont une vision du monde très carrée qui a du mal à changer, et la génération de 20, 30 ans, etc., où les gens qui voient le monde changer, qui se disent j'ai envie de changer les choses. De faire partie, ouais. Et comment tu arrives à faire comprendre que certains problèmes viennent de là et d'arriver à faire un cheminement plus large que juste ton travail En fait, c'est pas moi qui... Enfin, après, je fais une méthodologie bien spécifique qui s'appelle le Voice Dialogue, où, en quelque sorte, on s'adresse à l'inconscient. On fait parler l'inconscient, les différentes facettes de notre personnalité. Et c'est la méthode qui arrive à les faire parler d'autres choses, à aller un peu plus loin à chaque fois, à tirer encore un nouveau fil. Et en fait, très rapidement, on arrive à l'enfance, on arrive au manque de confiance en soi ailleurs, on arrive à ces masques qu'on a mis en place pour se protéger. Parce que moi, quand ils viennent, et que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, vient pour me dire je veux travailler sur ma confiance en moi,
je vois une détresse derrière, je vois pas que ça. Quand un homme vient me dire moi j'ai envie d'avancer sur mes projets, je vois un SOS, s'il te plaît, aide-moi à trouver ma juste place dans la société. Et c'est ce point-là d'entrée. Et la société, c'est pas que le travail, c'est la famille, c'est le couple, c'est les relations amicales. Donc on part d'un point où quelle est ta place dans la société. Et donc là, c'est vraiment la porte qui s'ouvre. Le champ libre. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette société un peu changeante, mais où tout va très lentement? On commence à remettre un peu en question justement la place de l'homme et de la femme, parce qu'avec le féminisme, finalement, on aide aussi les hommes, en se disant si on permet aux femmes d'être ce qu'elles veulent, finalement, on permettra aussi aux hommes d'être ce qu'ils veulent et de ne pas avoir ce poids de la virilité, de ceci, de cela. Est-ce que toi, tu vois ça comme ça? Comment tu vois la société aujourd'hui, le fait qu'il y ait des changements? Est-ce que c'est assez rapide pour toi? Comment je vois la société aujourd'hui comme une espèce d'ébullition. Où il y a beaucoup d'aspects chouettes, beaucoup de prise de conscience sur pas mal de sujets, et même juste, MeToo, pouvoir parler aujourd'hui de toutes les agressions d'une manière libérée, c'est quelque chose, je trouve ça incroyable. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une avancée. Après, il y a toujours le retour des bâtons, il y a toujours des mouvements masculinistes qui se créent pour résister à ça, et ça a toujours été ça dans toute lutte, ça crée une contre-lutte, et c'est même naturel. Pour revenir à comment on libère les hommes en libérant les femmes, il y a une phrase dans un podcast qui m'a marquée et que je répète assez souvent. Le podcast, c'est Mansplaining. Et Thomas Messia, il dit on a assez éduqué nos filles pour qu'elles soient des garçons autonomes, etc. Il est peut-être temps de commencer à éduquer des garçons pour qu'ils soient comme des filles. Plus dans l'émotion, plus dans l'empathie, plus dans l'écoute de l'autre. Parce que là, on le remarque, il y a une grosse division entre les femmes et les hommes dans la société d'aujourd'hui. Les femmes, oui, on a pris notre autonomie, on est indépendante financièrement. En plus, on a tout ce côté d'éducation genrée féminine qui nous donne de l'empathie, de la bienveillance, etc. Et face à nous, on a des hommes, des garçons qui n'ont pas évolué, pas par égoïsme, mais parce qu'ils n'étaient pas obligés d'évoluer. Nous, à un moment, on a senti que quelque chose n'allait pas. On a senti qu'on était agressés, qu'on avait peur dans la rue, que l'espace public n'était pas pour nous, etc. On était obligés d'avancer. Mais eux, il n'y a rien qui les force. Donc, moi, je comprends qu'à moins qu'on commence à leur parler de ça, à aucun moment ils se rendront compte par eux-mêmes. Il n'y a pas de besoin. Et tout ça pour dire que oui, finalement, quand un homme commence juste à se connecter à ses émotions, à se connecter à ce qu'il ressent, à s'ouvrir aux autres, même ses relations aux autres sont plus apaisées, sa relation à lui-même est plus apaisée, et le taux de suicide chez les hommes, il est supérieur à celui chez les femmes, surtout après un divorce ou après une séparation. Puis les hommes, après les divorces, ils tombent beaucoup plus en dépression que les femmes, surtout pour des relations qui ont duré très longtemps, parce que pendant très longtemps, c'est très caricatural, mais il était concentré sur sa carrière. Tout l'aspect émotionnel, il l'a sous-traité, et à un moment, il se retrouve tout seul chez lui. Peut-être ses enfants le détestent ou lui reprochent qu'il n'a jamais été présent, etc. Sa femme l'a quitté et sa vie n'a plus aucun sens, et ils ne savent plus comment rebondir face à ça. Et si en plus tu as justement le fait d'avoir mis entre parenthèses le côté émotionnel, parce qu'on t'a pas appris à gérer les émotions, par exemple à l'école ou en famille, et tu te retrouves à devoir gérer un divorce qui est quand même douloureux, très très dur, avoir une sorte de scission, tu perds tes habitudes, etc. Et tu te retrouves avec toutes les émotions que tu avais mis de côté, qu'on t'a pas appris à gérer, et ça monte et ça monte. Et puis je le vois aussi pour les phases de deuil. Il y a beaucoup de personnes, notamment des jeunes, qui ont passé toute leur vie en mode déconnecté des émotions, et à un moment il y a un décès qui arrive, il y a un deuil brutal, inattendu qui arrive, et ils savent pas. Je dis pas que les femmes, on gère nos émotions et nos deuils d'une manière olé olé, mais je vois ils ne comprennent pas. Et puis on a qui se ferment encore plus. Et ça, c'est très très dangereux pour la santé mentale. Et voilà.
et franchement, les séances sont beaucoup plus lentes, le parcours est beaucoup plus lent pour commencer à se rendre compte que ce comportement, il est problématique, que quand je fais ça, en fait, je fais du mal à l'autre. Voir à soi-même aussi. Et voir à soi-même aussi. Mais oui, enfin... Il y a une éducation qui se fait à un moment, une différence d'éducation qui se fait à un moment où on sait pas, enfin je sais pas comment ça s'applique, où voilà, on fait rentrer les petits garçons dans un schéma, les petites filles dans un schéma, et quand on se retrouve à l'âge adulte, on parle pas la même langue. Et il y en a plein qui vont dire oui, on n'arrive pas à communiquer parce qu'on parle pas la même langue. Là, effectivement, en fait, on apprend tellement de choses différentes à l'un et à l'autre, sans jamais faire un moment où on se rencontre tous ensemble pour essayer de voir pourquoi, comment, etc. Que quand on a grandi, t'as vraiment ce truc de je vais te dire un truc, tu vas l'interpréter d'une façon totalement opposée, alors que l'information, elle est basique, elle est simple. Donc, ouais, je pense que tout se joue à l'éducation vraiment au plus tôt. Et on nous apprend pas en fait. On nous apprend pas à parler, on nous apprend pas à nous expliquer. Quand il y en a un qui pleure, en général, on va lui dire bah, va te calmer dans un coin et tu reviendras après. T'es là, genre... Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le meilleur des cas, effectivement. Après, pour l'éducation, juste entre parenthèses, l'éducation, c'est pas uniquement la famille. Oui, en plus, c'est. Il y a la famille, il y a l'école, il y a les petits cercles de garçons qui commencent déjà entre eux à créer. Et puis il y a les dessins animés. Moi, je me rappelle très bien. J'ai 2 frères, je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Quand je regardais les dessins animés pour m'identifier, je m'identifiais au héros masculin parce qu'il n'y avait pas de rôle intéressant pour les petites filles dans les dessins animés, quoi. Et puis franchement, même quand c'est un dessin animé autour d'une fille, je trouvais pas ça super intéressant comme rôle. Si c'est pour La Belle au bois dormant, moi j'ai pas envie de m'identifier à quelqu'un qui a dormi toute sa vie, qui attend la moitié du film qui se réveille avec une agression sexuelle en même temps. Franchement, non, quoi. Le jour où j'ai découvert Mulan, c'était le dessin animé de ma fille. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde ça 1 fois par an. Et même dans Mulan, l'histoire, c'est qu'elle a dû se faire passer pour un garçon. Pour y arriver. Et quand on se construit avec ce schéma inconscient, oui, alors que les petits garçons, c'est des super-héros, c'est des machins. Nous, le maximum qu'on nous a appris, c'est de faire attention aux animaux qui sont à côté, leur parler, leur donner à manger, Cendrillon qui fait le ménage. Franchement, c'est avec ça qu'on se construit. Et l'imaginaire, déjà entre 0 et 7 ans, c'est là où on absorbe le plus. Donc à partir de là, déjà, la divergence, elle s'est opérée. Et qu'est-ce que tu aimerais justement souhaiter aux générations à venir, aux enfants, aux ados et tout ça? Qu'est-ce que tu leur souhaiterais pour la suite? Je sais pas comment on pourrait arriver à une éducation non genrée, mais pour moi c'est la clé de voûte d'un changement de société. Arrêter, on rentre dans un magasin de vêtements pour bébé, de 0 à 3 mois. On a déjà du rose, des petites fleurs, des robes pour les filles et du bleu, des pantalons pour les garçons, alors que historiquement, les robes c'était le vêtement pour les enfants parce que c'était pratique en fait. Et puis franchement, la société elle est très très genrée, on a l'impression que ça évolue, etc. Non, et quand on arrive aux enfants, c'est comme si encore une fois c'était un angle mort. On regarde pas et que le féminisme c'est à partir de l'adolescence, c'est à partir de... Tu commences à savoir lire et à savoir écrire, alors que là c'est même pas du féminisme, là c'est justement pour ne pas avoir besoin du féminisme qu'on commence juste à éduquer des enfants comme étant des enfants. Et tu parlais des vêtements, de la couleur des vêtements, mais il y a un papa qui du coup a une petite fille et justement il lui a acheté des vêtements et s'était rendu compte que alors que c'était pour du 0 à 3 ans, donc en général la morpho c'est la même pour tout le monde, les vêtements des bébés filles étaient plus cintrés au niveau de la taille que les vêtements des garçons. Donc c'est un bébé, c'est une sorte de petit cocon, c'est tout rond, etc. Il n'y a pas besoin de mettre des hanches ou autre. Et tu avais déjà entre 0 et 3 ans de vêtements avec une forme différente de ceux des garçons. C'est plutôt une préparation pour la sexualisation, pour la suite, quoi. C'est incroyable. Et juste je vais ouvrir une parenthèse par rapport au sujet, il y a un petit livre, un manifeste très 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 intéressant à lire que je conseille à tous les parents des petites filles qui s'appelle Cher Ijawale.
qui est incroyable et qui, voilà, c'est juste une femme qui vient d'accoucher d'une fille et qui a demandé à sa meilleure amie qui est féministe et qui est très connue de lui donner 2-3 tips de comment éduquer sa fille. Et donc elle a fait tout un manifeste étape par étape, chapitre par chapitre, de comment éduquer une petite fille. Et franchement, moi, je trouve ce livre vraiment une mine d'or. Trop bien. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu avais une référence en particulier donc je le mettrai aussi en bas, c'est trop bien. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre, une personne, une sorte de mentor spirituel, parce que parfois on a quelqu'un qui nous a inspiré ou qui a fait un déclic dans notre vie. Est-ce que tu as quelqu'un en tête ou pas? La première qui me vient de là à l'esprit, c'est Rokhaya Diallo. Parce que déjà c'est une femme qui touche à beaucoup de choses, qui part aussi d'une expérience plus ou moins personnelle ou au moins partagée par un groupe de femmes pour en faire quelque chose à la fois de politique et de social, qui sait, enfin j'aime bien l'angle avec lequel elle s'attaque à tous les sujets. Et oui, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'apprend à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois je me dis waouh, elle est vraiment loin devant, quoi. Et elle a un super charisme, elle est exactement posée, la voix est claire, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de on ne me coupe pas la parole, en fait, c'est assez beau. Elle n'a pas besoin de le dire, ça s'impose tout seul, ouais. Du coup, on va conclure et j'aimerais savoir ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite. Comment tu envisages les choses? Alors, j'ai une envie, une idée de lancer un podcast sur la psychologie et politique en fait, et le lien entre les deux. Et pour le moment, c'est juste une idée qui est en train de maturer dans ma tête. Et voilà, donc oui, s'il y a quelque chose à me souhaiter, c'est d'arriver à avoir déjà le courage de le faire et puis voilà, de commencer ce projet-là. J'espère que tu vas t'amuser à le faire, parce que c'est quand même cool d'avoir des projets comme ça. Et je sais que tu vas arriver à le faire. Il n'y a pas de raison. Avec tout le parcours que tu as fait, normalement, il n'y a pas de souci. Donc je te souhaite le meilleur pour la suite vraiment, et puis pour tous tes projets, que ce soit personnel, professionnel, tous tes projets. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.